Bonjour à tout le monde et bienvenue pour l'actu guidounesque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas préparé un petit journal pour parler des différentes actus, mais là, il y avait pas mal de choses intéressantes que j'ai pas eu le temps de traiter. Donc on commence tout de suite, comme d'habitude, avec votre sommaire. Et on ouvrira le bal avec, malheureusement, la disparition d'une icône, Stan Lee. On partira dans le monde du doublage avec le casting de Spider-Man New Generation. Nous avons tous la main sur le cœur, nous parlerons du Event et de ses 1 million d'euros. Tout ne va pas bien dans le monde de Microsoft, puisqu'on va parler de la conférence Microtroll du X018. Et nous terminerons avec un petit débat ouvert par Julien Chiez. Est-ce que les notes de jeux vidéo doivent-elles disparaître ? On terminera le journal avec la sortie ciné, Les Animaux Fantastiques, et bien entendu, la sortie jeux vidéo avec Red Dead Redemption 2. Et on commence malheureusement l'actualité avec le décès d'un grand homme, derrière la plupart des super-héros les plus connus comme Iron Man ou encore Hulk. Stan Lee, âgé de 95 ans, vient de nous quitter, il a cassé sa pipe. Il aura marqué les esprits, parfois en bien, parfois en mal. Ses détracteurs disaient qu'il avait copié, parfois volé les idées de certains, mais il est sûr d'une chose, il y aura eu un avant Stan Lee et un après Stan Lee. Il a marqué les esprits grâce à ses comics, grâce à ses super-héros. Il nous aura offert aussi bon nombre de caméos plus ou moins intéressants. Et malheureusement, comme Carrie Fisher avant lui, nous aurons la chance ou la malchance à voir comment Marvel va exploiter ce personnage puisque il sera modélisé dans les futurs films de super-héros Marvel. Et à noter, ça c'est une petite info bonus que j'ai appris il n'y a pas longtemps, il faut savoir que avec sa fille, avant qu'il décède malheureusement, ils ont créé un nouveau super-héros qui serait apparemment intéressant. Nous verrons ça en temps et en heure, mais en tout cas il est sûr d'une chose, nous pouvons que saluer ce grand homme, donc Excelsior à toi, Stan Lee. Et nous partons pour le mécontentement total, puisque j'ai découvert, peut-être en même temps que vous, le casting français du doublage de Spider-Man New Generation qui va sortir en cette fin d'année. Alors j'attendais énormément ce dessin animé, c'est un film d'animation qui a l'air vraiment de qualité, qui propose plusieurs Spider-Man, entre autres avec Spider-Gwen, donc je l'attendais énormément et puis j'ai découvert le casting français. Alors certains diront que ça ne va pas empêcher que le film d'animation sera de qualité, et c'est clair, mais je suis désolé, j'adore la VF en général, et là je vais devoir me contenter de la version originale, parce que là la VF je ne peux pas l'accepter, puisque le casting est quand même constitué de Olivier Giraud, moi je suis la voix du Bouffon Vert. Mais pourquoi pas mettre un Marseillais ou un Ch'timi ? Non mais, quitte à aller dans la connerie, autant aller jusqu'au bout. On va prendre derrière... C'est Prince Kimpembe, je fais la voix du Scorpion. Alors quand je disais Ch'timi, Marseillais, dans le sens, on a un personnage, on a un méchant dont on connaît déjà un peu la personnalité, et j'imagine très mal, même s'il y a de très bons doubleurs Ch'timi, Marseillais, dans un tel rôle en fait. C'est ça surtout que je veux dire, mais enfin bon, donc là, Kimpembe dans le rôle du Scorpion. Après, alors, on va dire... ça sauve un peu les meubles. Camilla Jordana et je fais la voix de Spider-Gwen. Bon, ça vole pas très haut, mais on va dire c'est déjà un peu mieux que les deux autres bouffons. Et nous avons dans le rôle de Peter Parker, alors là ça m'a achevé, Jérémy Prévost. Alors c'est un doubleur, hein, c'est son métier à lui, enfin je sais qu'il a fait déjà pas mal d'autres doublages. Mais nous avions normalement Monsieur Donald Renew, qui avait prêté sa voix déjà à Spider-Man, et entre autres dans le jeu Spider-Man qui est sorti dernièrement, qui est de qualité. Pourquoi ne pas avoir pris ce doubleur-là ? Pourquoi prendre un autre mec qui n'est pas inconnu, mais qui n'a pas prêté sa voix à Spider-Man. Mais bon, pour moi, c'est ce qui me fait le plus rager, parce que voilà, Olivier Giroud, les deux footballeurs, c'est pas la première fois que dans un film d'animation, on décide de prendre une star, une vedette. On a eu déjà Squeezie dans le film Ratchet & Clank, c'est juste pour faire vendre. Le problème, c'est qu'on fait ça pour des films d'animation en pensant que ça va attirer le jeune public. Mais je suis désolé, mais il y a des adultes qui vont voir ces films d'animation. Les films d'animation sont au même niveau que des films classiques. Donc il faut de vrais doubleurs derrière, et
le métier de comédien de doublage, c'est un véritable métier que tout le monde ne peut pas faire facilement parce qu'il faut arriver à transmettre de l'émotion avec uniquement la voix, pas de gestuelle, rien. Et ça, c'est quand même assez impressionnant et tout le monde n'est pas doué pour ça. Et prendre 2 footballeurs, c'est complètement stupide. Et il est temps de nous envoler pour la solidarité, la fraternité, la gentillesse de l'être humain, car il n'est pas qu'un porc, il est aussi généreux, puisque pour le 3e événement du Zevent, nous avons donné 1 million d'euros pour l'association Médecins sans frontières. N'est-ce pas là magnifique? C'est incroyable pour un tel événement, puisque là on parle simplement de streamers, on parle simplement de jeux vidéo. En général, ça n'atteint pas de telles sommes, alors que là, on a atteint des sommes folles. Donc on peut imaginer que pour l'année prochaine, on pourrait atteindre encore plus. C'est incroyable, ça fait plaisir à voir. Mais je suis un gros enculé, et du coup, j'ai envie de vous poser une question, j'ai envie d'ouvrir le débat. Est-ce que vous pensez que les streamers qui ont participé ont eux aussi donné ? Non, parce que là, on parle d'1 million d'euros récoltés de personnes comme vous et moi. Mais on ne parle pas des streamers. Est-ce que eux-mêmes ont donné? Et pourquoi je dis ça? Parce que faut savoir que malheureusement, beaucoup de personnes, je dis pas les streamers, là je parle, mais en général, pour ceux qui participent bénévolement, des stars dans différentes associations, on a vu entre autres pour les Restos du Cœur, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne donnent rien. Ils font que participer, s'afficher et exposer leur, on va dire, leur notoriété pour récolter le plus possible. Alors, c'est vrai que c'est cool parce que forcément, les gens, quand ils voient leur star préférée participer à un tel mouvement, ils se disent, bah tiens, je vais faire de même, je vais donner, je vais partager, puisque ma star le fait, pourquoi pas moi? Sauf que derrière, on découvre que parfois, vos stars préférées n'en ont rien à foutre et profitent juste de la situation pour dire, hé, regardez, je suis généreux parce que je sais que parmi toutes ces stars et donc parmi ces streamers, je suis sûr que certains n'ont pas donné. Et pour moi, c'est plus problématique parce que moi, quand je vois quelqu'un participer, je me dis, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Certes, il a peut-être pas donné des milliers d'euros parce qu'il n'en a pas forcément les moyens, mais il a donné au moins 1 euro, on va dire l'euro symbolique. Or, je suis persuadé, et peut-être que vous aussi, il y en a qui n'ont pas donné même 1 euro. Une question intéressante. Ah, Microsoft, après un E3 2018 chaotique, puisqu'il n'y avait aucune nouveauté AAA annoncée, on s'est juste contenté d'un Forza Horizon 4, on s'est contenté d'un Gears of War 5, on s'est contenté d'un Halo 6, mais de nouveautés, nada, que pouic. Par contre, ils ont racheté plusieurs studios, c'est intéressant, mais si c'est pas pour les exploiter, je vois pas à quoi ça sert. Et voilà qu'ils ont décidé de, on va dire, déterrer une conférence oubliée de Microsoft, la X0, qui on va être une conférence un peu bonus, qui existait par le passé, qui a été abandonnée puisque Microsoft a préféré se concentrer sur l'E3, ce qui était, on va dire, d'une certaine manière logique. Mais là, ils se sont dit, tiens, vu notre E3 pourri, on va faire une petite conférence bonus qui a quand même duré 2 heures, et pendant 2 heures, on va présenter des jeux qu'on a déjà présentés, et peut-être des nouveautés. Et bien en fait, cette conférence, ce n'est pas une conférence Microsoft, mais c'était une conférence Square Enix, et pour d'autres développeurs aussi, mais on a vu quasiment que des jeux Square Enix, on a vu du Capcom, avec entre autres du Devil May Cry 5, où on a vu un peu plus de gameplay, les différents bras, les compétences, qui était plutôt cool, on a vu du DICE, enfin voilà. Par contre, Microsoft, on a vu du Xbox Game Pass, on a vu qu'il y avait plein de nouveaux jeux qui allaient arriver, et on s'en fout, on allait les voir de toute façon arriver un jour ou l'autre. Pourquoi en faire une conférence spécialement sur le Xbox Game Pass? Genre les gens ne sont pas au courant que ça existe. Au contraire, je pense que ça a assez de succès. Mais bon, on a appris que PUBG arrivait, donc Player Battleground, allait arriver gratos sur Xbox Game Pass. Et oui, vous êtes joyeux, ça, vous avez payé 30 € pour un jeu qui était totalement injouable sur Xbox. Et bien si vous avez été passant, il était gratos. Par contre, n'oubliez pas, les joueurs Sony, oui, il va arriver sur PlayStation, mais vous allez devoir payer. Il ne sera pas gratuit. Ouais, c'est comme ça. Mais enfin bon, voilà. Après, on a eu... Alors si, là par contre, c'est pour moi une des meilleures annonces Microsoft. Mais bon, en même temps, c'est un petit jeu. Enfin, petit jeu indé, voire un AAA. Mais je pense qu'on est plus proche du jeu indé.
Void Buster, un jeu développé en partie par des anciens de BioShock, et ça, dès que j'ai vu la charte graphique, j'ai fait ça a l'air d'être du très très lourd, même si on est, comme je dis, plus proche d'un petit jeu indé, mais qui a l'air d'avoir pas mal de potentiel, puisque on va pouvoir crafter, on va pouvoir créer pas mal d'armes, il y aura des choix moraux, l'univers a l'air d'être assez sympathique, donc moi, c'est la grosse hype à ce moment-là, mais après, derrière, la conférence était juste du troll, mais vraiment du troll. D'ailleurs, même le mec qui est venu pour présenter Kingdom Hearts 3, en montrer un peu plus, à un moment, ça s'est levé et a dit « Oh, je peux faire un selfie avec votre public », et t'avais le public, forcément, qui était payé pour faire « Ouais, Microsoft !» Non, vos gueules. Ça fait tellement faux, ça en est violent. Et tu voyais le mec qui était là en train de prendre des selfies, j'imaginais dans sa tête en train de dire « Vous êtes des gros cons Microsoft, on se sert de vous ». Oui, parce que Square Enix s'est servi de cette conférence pour éviter d'eux-mêmes de faire une conférence un peu bonus qui leur aurait coûté de l'argent. Là, ils n'ont rien payé, ils ont pu montrer leur jeu qu'ils avaient déjà présenté, en montrer un peu plus gratuitement. Parce que Microsoft n'avait rien sous la manche pour cette conférence, à part Void Buster, mais on a vu que quelques minutes. Certes, c'est cool, mais on n'avait pas besoin d'une conférence. Ils pouvaient faire un truc YouTube rapidos. Ils ont montré donc des jeux Xbox Game Pass qui vont arriver comme PUBG. Et bien sûr, pour parler du jeu totalement oublié, dont tout le monde s'en fout depuis, Crackdown 3. Ça y est, on a enfin une date de sortie après des années d'attente. C'est pour février. Mais on s'en fout. Pourquoi ? Parce que quand ils ont montré le jeu, sincèrement, il est encore plus moche que le premier. Et c'est quand même dingue parce que le premier est sorti sur Xbox 360. Ils ont montré un peu de gameplay soi-disant nerveux du multijoueur. Mais c'est fade, c'est ennuyeux. Je me suis assoupi à ce moment-là tellement c'était mou. Et attention, c'est super destructible. DICE est capable de faire des jeux 10 fois plus beaux et autant destructibles. Pourquoi vous y arrivez pas ? Crackdown 3, pour moi, c'est quelque chose qu'on aurait dû enterrer. Soit on aurait dû le sortir quelques mois au moment de son annonce, mais pas attendre autant d'années pour au final nous le sortir comme ça. Et derrière, le pire, c'est que le premier Crackdown sera gratuit, et vous allez vous rendre compte que le premier Crackdown était aussi bien, aussi beau, on va dire, si on peut dire que c'est beau, que ce Crackdown 3. Pour moi, il fallait l'enterrer, il fallait l'oublier. Mais bon, au final, cette conférence n'a servi qu'une chose, c'est pour dire, voilà, on a encore acheté de nouveaux studios pour de futurs jeux, et apparemment, Phil Spencer, qui prend des kilos chaque année, c'est violent, a de futures surprises pour le prochain E3. Ouais. Gears of War 5 et Halo 6. Voilà, un Forza Horizon, un futur Forza Motorsport ou Forza Horizon, et c'est tout. Les gros AAA à l'heure actuelle, vous n'en avez pas, et c'est d'ailleurs pour ça que cette conférence, c'est encore plus ridicule que l'E3, alors que déjà l'E3 c'était bien de la merde, mais alors là, voilà. Pour moi, racheter des studios qui ont du talent pour les forcer à travailler comme Rare pour Sea of Thieves, que vous les forcez à sortir un jeu beaucoup trop tôt, sans contenu, et du coup vous frustrez les possesseurs d'Xbox, j'en vois pas l'intérêt. Sincèrement, aujourd'hui, Microsoft n'a aucun AAA. Hormis ceux qu'on connaît déjà. Or, au moins, Sony a de vraies nouveautés, propose régulièrement de nouvelles choses. Et moi, aujourd'hui, Microsoft, je leur crache littéralement dessus. C'est devenu de la merde. J'espère qu'ils vont s'en sortir dans le prochain E3. J'espère qu'ils nous réservent vraiment de vraies surprises, comme Phil Spencer, le premier. Mais à l'heure actuelle, la seule surprise que j'ai réellement, c'est de découvrir que Phil Spencer grossit à vue d'œil. On va enfin partir dans mon actu préférée, celle que j'ai eue dernièrement, puisque Julien Chiez a sorti une vidéo pour lancer le débat, pour parler des notes de jeux vidéo. Est-ce qu'on doit les garder ou les faire disparaître ? Alors il faut savoir que c'est quelqu'un qui en a donné énormément dans sa vie, mais depuis qu'il a ouvert sa chaîne YouTube, il a totalement arrêté, donc maintenant ses tests, il ne donne plus de notes. Et pour lui, ça a changé les choses, pour lui, il trouve que sa communauté a réellement changé et évolué, elle est plus saine, on va dire, alors que les notes ont tendance à rendre les gens un peu plus négatifs, voire plus violents, plus méchants. En plus de ça, les notes donneraient plus de tension aux développeurs, ça leur créerait un peu plus de peur, et du coup ils seraient plus frustrés quand ils sortent un jeu, parce que du coup dès qu'ils vont voir une note négative, ils vont penser que leur jeu c'est totalement de la merde, alors que peut-être pas, beaucoup de gens penseraient le contraire, mais à cause des notes qu'ils verraient en général, ça leur donnerait peut-être
plus de motivation derrière pour faire d'autres jeux. Et ça m'énerve de ne pas pouvoir débattre directement avec Julien Chies parce que je n'ai pas assez de notoriété pour un tel homme. Et bien, c'est de lui dire tout simplement, retirer les notes ne va rien changer à l'humanité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour lui, d'après lui, si on retire les notes, il faut juste donner son avis. En gros, dire j'aime, j'aime pas. Le problème, c'est que rien qu'en faisant ça, ça crée quand même le débat. Et quand on crée le débat, ça crée de la tension. Quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que dès que l'être humain discute, même si au début c'est gentil, ça crée de la tension autour. Quoi qu'il arrive, parce qu'une personne va mal prendre la chose, il y en a, ils vont dire « Ouais, mais attends, t'aimes pas ça, alors que moi j'aime, je comprends pas, t'es une grosse merde. » C'est comme ça. L'être humain n'est pas fait pour parler. Ou en tout cas, pas tous. Malheureusement. Et donc, les notes ne changeront rien au schmilblick. Tu peux les retirer, certes, mais ça créera toujours un débat houleux. C'est pas parce que toi, ta communauté sur ta chaîne est saine que ça changera les autres communautés en retirant les notes. Au contraire. Moi, je suis un partisan de la note. Bon, d'une, parce qu'on est tous et toutes été habitués, étant petit, à l'école, ce genre de choses, de recevoir des notes, mais parce que moi, j'aime bien, quand j'ouvre un bouquin, et il faut savoir que je consomme énormément de bouquins de jeux vidéo. Là, c'est entre autres Jeux Vidéo Magazine. Je vous salue parce que j'aime beaucoup, sauf la partie Carole Quinten, mais ça, en ce moment, je ne l'ai plus dans le pif. Mais voilà, par exemple, là, voilà, c'est le test de Forza Horizon 4 de monsieur Thomas Bortolin. Et il a mis un 19 sur 20. Je me dis, tiens, j'ai regardé d'abord la note, hein, j'ai même pas lu avant. J'ai regardé, hein, j'ai fait, ouh, 19 sur 20. Tiens, je vais regarder les aspects positifs, négatifs. Alors, il faut savoir que Jeux Vidéo Magazine, ils ont 4 points centraux. Donc, on a la jouabilité, les graphismes, la bande-son et la durée de vie. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et suivant le nombre d'étoiles, bah, c'est plus ou moins positif, forcément. Après, on a un court résumé, comme toujours, que je lis en premier. Et suivant ce que ça me dit, je me dis, bah tiens... Il y a des trucs qui m'inquiètent un peu. Je me dis, waouh, graphisme 100%, durée de vie 100%, bah tiens, je vais lire un peu plus en profondeur son test. Et là, je vais vraiment lire son pavé. Je sais que beaucoup d'entre vous ne lisent absolument pas ces pavés. Et c'est normal. Il y a un moment, on n'a pas tous le temps de se taper un pavé César juste pour voir les arguments. Donc avoir un petit court résumé, avoir directement la note, pour certains, c'est un gain de temps. Certes, la note n'est pas représentatif à 100% du jeu, puisqu'elle représente, là par exemple, monsieur Thomas Bortolin. C'est son avis personnel. Lui, il met un 19 sur 20. Moi, après avoir fait le jeu à 100%, eh ben, je lui mets pas un 19 sur 20. Je lui mets un bon 17 sur 20. C'est ce que, pour moi, j'estime vaut Forza Horizon. Alors, est-ce que la note, là, du coup, est vraiment exagérée? Je n'estime pas. Je pense que Thomas Bortolin a vraiment kiffé le jeu, il a passé un bon moment, et il a mis cette note. Après, certains diront qu'il est peut-être vendu, certains diront de mauvaises choses envers lui parce qu'en disant que c'est un testeur de merde, ou il y en a qui diront du positif. Quoi qu'il arrive, s'il n'y avait pas eu cette note, ça n'aurait rien changé, puisqu'on aurait eu quand même son avis personnel, il aurait dit que j'ai aimé ou pas aimé, il aurait donné des arguments valables, mais ça aurait quand même créé de la tension. Il y en a quand même qui auraient dit « ouais mais c'est un vendu ». Il y en a qui auraient dit ce genre de choses. Après, pour Julien Chies, c'est juste que les notes, on ne les utilise pas à 100%. Ça veut dire qu'en gros, sur 20, tu auras rarement un 20 sur 20, et encore plus rarement, enfin quasiment jamais un 0. C'est vrai. En même temps, pour mettre un 0, c'est que vraiment le jeu est à chier du début jusqu'à la fin. Or, en général, un jeu arrive quand même à sortir un gameplay potable, quelques musiques intéressantes, ce genre de choses. Du coup, c'est dur de mettre vraiment un 0. Mais c'est vrai qu'on utilise rarement à 100% les notes. Et il a pointé du doigt quelque chose d'intéressant, c'est que ceux qui allaient au-delà de ces notes, ça veut dire 21 sur 20 avec Jeux Actu dernièrement, ou le magnifique 22 sur 20 de sa chérie Carole Quinten, lui il disait que ces gens-là créent le buzz. En fait, ils veulent juste créer du buzz pour attirer les gens, et c'est tout. Problème, c'est qu'ils pointent du doigt les autres, pas Carole Quinten. Parce que dès Carole Quinten a sorti sa vidéo, il a mis en commentaire « Ah, elle l'a fait avec un petit cœur plein d'amour. » Mais il n'a pas écrit en commentaire « Bon, je suis déçu, certes, je comprends ton 22 sur 20, mais 22 sur 20, je trouve ça exagéré. Ça fait pour moi un peu trop le buzz. Ça sert à faire le buzz. » Et là, ouais, j'aurais respecté. Mais non, quand c'est Carole, là, il la défend. Hein. Là, elle peut mettre 22 sur 20. Elle aurait pu mettre
30 sur 20, pas de souci. Par contre, jeux actu mes 21 sur 20, eux, c'est des enculés. Encore une fois, c'est ma pensée personnelle. Mais voilà, pour moi, les notes ne doivent pas forcément disparaître. Supprimer les notes ne changera absolument rien. Au contraire, ça permet à certaines personnes qui n'ont pas le temps de se lire un pavé César. Certes, c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent le temps d'écrire, mais en même temps, à l'heure aujourd'hui où on aime être un peu speed, où on aime avoir les choses rapidement, se taper 450 lignes pour dire que finalement le jeu, tu l'as pas aimé, bah hop, t'as une note qui te dit directement, bah t'as aimé ou t'as pas aimé. Je veux dire, c'est pas du fast-food forcément. Ça veut pas dire que c'est la médiocrité de juste se contenter de regarder une note. Au contraire, ça permet à certains de pouvoir directement se dire bah tiens, j'avais envie d'acheter ce jeu. Ah ben mon testeur, il me dit qu'il met un 15 sur 20. Ah bon, bah du coup, je vais être un peu plus hésitant. Je vais peut-être regarder un peu plus de vidéos, un peu plus de tests avant de l'acheter. En quoi c'est mal ? Et nous partons pour la sortie ciné. Alors je vais promis de parler des Animaux Fantastiques 2, mais j'en avais déjà fait une critique et je ne l'ai pas trouvé du tout intéressant. Je ne vous invite pas à aller le voir. Je trouve qu'il est assez merdique. Donc je vais plutôt parler du futur film Pokémon Détective Pikachu qui devrait sortir en salle le 8 mai 2019. Et pour moi c'est un grand oui, c'est une hype totale comme la première fois où le premier film Pokémon est sorti dans nos salles. Je suis allé le voir, j'ai chialé quand j'ai vu Pikachu pleurer. Pas parce que Sacha allait mourir, j'en avais rien à foutre, mais voir Pikachu pleurer, ah ça m'a mis les larmes aux yeux. Et putain ce film a l'air juste magnifique, enfin je trouve la charte graphique excellente. Le monde réel avec les Pokémon, ça a l'air de vraiment marcher. Et pour vite fait pointer du doigt les détracteurs qui disaient ouais mais Dracofeu avec des poils, lol, les Pokémon ils ont pas de poils. Alors juste une chose, quand vous regardez Pokémon c'est un dessin animé, ça veut dire de l'animation. L'animation c'est assez coûteux quoi qu'il arrive, et animer des poils serait juste un trou dans le budget littéralement. Imaginez tous les Pokémon que vous voyez, ce sont en général presque des animaux, ça veut dire que Pikachu, c'est plus ou moins une souris. Une souris, ça a des poils. Un dragon, donc Dracofeu, bah, il y en a qui ont des poils, il y en a qui ont des écailles, bref. Mais bon, ça voudrait dire qu'il faudrait les dessiner pour qu'ils soient affichés dans le dessin animé. Et il faudrait l'animer. Imaginez Dracofeu en train de s'envoler, les poils qui bougent. Ça serait super chiant à animer. Ça serait un énorme trou dans le budget, comme j'ai dit, et une perte de temps. C'est d'ailleurs pour ça que tous les Pokémon que vous voyez, ils sont tout lisses. Mais par exemple, Magikarp, c'est une carpe. Ça veut dire que ça a des écailles. Donc là, dans le film, le but c'est d'un film assez réaliste. Donc Dracofeu a des poils, Pikachu a des poils, parce que ce sont à la base des animaux, si on peut dire. Certes, des animaux un peu what the fuck qui ont des pouvoirs, ce genre de choses, mais ce sont avant tout des animaux si on peut dire. Donc c'est normal. Et regardez d'ailleurs, dans Pokémon, à un moment on voit un chien, le chien n'a pas de poils, il est tout lisse. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit, il faudrait animer ses poils, et ça serait trop chiant, donc on ne le fait pas, on fait un chien tout lisse. Or vous savez qu'un chien ça a des poils, mais ça vous dérange pas de le voir sans poils. Parce que vous l'imaginez très bien qu'il a des poils, c'est juste que c'est pas animé, que c'est pas affiché. Ça pose pas de problème, mais voilà. Il me tarde de voir sa sortie en salle, même si, il faut être honnête, l'histoire ne va pas voler très haut, puisque Pokémon, je le rappelle, c'est avant tout destiné aux enfants. Et pour clôturer ce petit journal, Red Dead Redemption 2. Alors, je vais en parler très rapidement, c'est peut-être le gros jeu de cette année, vraiment, il y a une hype de folie. Alors, je n'ai jamais joué au premier, puisque, bon, moi, l'univers un peu western, c'est clairement pas trop mon kiff. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas un gros fan de l'univers Red Dead Redemption. Je reconnais sa qualité en matière de taille, en matière de jeu, littéralement d'heures de jeu. Je veux dire, c'est des heures infinies, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a l'impression que, oui, le jeu est vivant, qu'en gros, il prend en compte ce que vous faites, et du coup, quoi qu'il arrive, quand vous faites quelque chose, ça aura des répercussions peut-être sur le temps. Vous voyez deux personnes en train de se battre, si vous les aidez, peut-être que ça aura une répercussion sur le mec que vous avez aidé, l'autre va se venger sur vous, ou peut-être assassiner celui que vous avez aidé au final. Enfin, ce genre de choses. Et ça fait que, oui, l'univers est vivant. Personnellement, quand je vois des 22 sur 20, quand je vois des 20 sur 20, je trouve que c'est extrêmement exagéré parce que oui, le jeu est magnifique, mais le jeu est extrêmement chiant au début. Et pour moi, c'est un point négatif, ce qui fait que ma note
ben, c'est une note de 18 sur 20. Je trouve qu'il ne vaut pas plus. Certes, c'est un grand jeu, gros jeu, mais il a quand même pas mal de défauts. Il a de grandes qualités. Certes, Rockstar s'est sorti les doigts du fion par rapport au premier. On va dire que c'est le premier x 1000. Mais ça mérite clairement pas un 22 sur 20. Mais ça reste un bon jeu, donc si vous n'avez pas encore découvert Red Dead Redemption 2, n'hésitez pas à regarder les tests, n'hésitez pas à le tester par vous-même. Encore une fois, encore faut-il que l'univers du western vous plaise. Et bien voilà mes chers amis qui conclut ce journal, l'actu guidounesque. J'espère que ça vous avait plaisir de revoir quelques petites actus que vous avez peut-être pas vues ou qu'en tout cas vous auriez aimé avoir mon avis. Peut-être que j'en ai loupé, peut-être que vous auriez aimé que je traite tel ou tel sujet. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et surtout, si vous avez envie de voir Bibi débattre avec des gens comme Julien Chiez, et bien vous êtes les seuls capables. Parce que bon, je n'ai pas assez d'abonnés pour ça. Mais voilà, je sais que je fais partie de ceux qui ont quand même de bons arguments en général, et je suis sûr que de me voir débattre avec Julien Chiez serait intéressant, entre autres, mais pour d'autres sujets, la sexualité, moi je suis ouvert à tout, je suis capable de parler de tout. Enfin bon, voilà, je vous dis à très bientôt pour qui sait, peut-être un autre actu guidounesque. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.